Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui sera consacré au processus d'investissement. Nous avons commencé le mois dernier avec les moyennes mobiles. Donc, cette fois-ci, nous allons travailler sur les chandeliers japonais. Donc, je vous passerai la présentation de mon parcours. Pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires, ils connaissent maintenant mon parcours professionnel et comment je suis arrivé au trading sur les marchés financiers. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je les invite à demander le support de présentation ou d'aller tout simplement sur LinkedIn. Ils verront donc mon parcours professionnel. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va s'articuler de la façon suivante. Nous allons faire un bref rappel sur les chandeliers japonais. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec, je pense qu'il n'y aura rien de nouveau, même si parfois les piqûres de rappel ne font pas de mal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce sera l'occasion de découvrir l'intérêt et les avantages et bien sûr les inconvénients de cet outil graphique. Euh, Ce qui nous permettra, en fonction de ces fameux avantages et ces inconvénients, de définir un cadre d'expérimentation. Voilà. Quels seront les choix que nous ferons et sur quelle base rationnelle, quelles sont les, les définitions et les bases, pardon, excusez-moi, les éléments qui nous permettront de sélectionner telle configuration plutôt qu'une autre. Nous finirons le webinaire avec des études un peu plus poussées, hein, qui sont celles faites par l'Université de Pittsburgh, ou bien celles d'un analyste de la banque de San Marin, qui permettra d'aller plus loin dans l'analyse des chandeliers japonais dans un processus d'investissement. Alors je rappelle que ce webinaire n'a qu'un but pédagogique, évidemment, il ne s'agit en aucune manière de conseiller en investissement. Les processus d'investissement que nous construisons ensemble à chaque webinaire n'ont qu'un but pédagogique. Le but n'est pas de construire un processus d'investissement que vous utiliserez ensuite dans la gestion de votre épargne, mais bien évidemment à deux axes. Un, de voir les étapes dans la construction d'un processus d'investissement, sachant que là, on est quand même concentré sur l'utilisation d'outils graphiques et d'indicateurs techniques. Le deuxième axe, c'est évidemment l'utilisation de ces outils graphiques et de ces indicateurs techniques, quels sont leurs degrés de prédictivité, quelle est leur efficacité dans notre gestion au quotidien. Alors, les chandeliers japonais, bref rappel. Alors, ils se présentent évidemment comme ça, vert et rouge. Les codes couleurs standards euh, sont quand vous regardez des manuels, bien souvent, c'est blanc à la place du vert et noir pour le rouge. Vous avez aussi des codes couleurs bleu et rouge. Là, moi, j'ai fait le choix du vert et du rouge parce que pour moi, c'est plus parlant. On pourrait utiliser aussi le bleu. Alors, comment les interpréter? Nous avons ici donc ce qu'on appelle un corps, le corps de la bougie met en évidence deux choses. Un, le cours d'ouverture et le cours de clôture. Donc, hop. Lorsque le cours d'ouverture est plus bas que le cours de clôture, nous sommes dans ce qu'on appelle un marché haussier, tout simplement. Donc, la bougie peut représenter différentes unités de temps. Ça peut être des jours, ça peut être des heures, des minutes, mais aussi des semaines, des mois et des années. Moi, personnellement, je les utilise à la rigueur jusqu'à la semaine. Après, pour les mois et les années, je veux dire, l'interprétation que l'on peut en tirer est beaucoup plus complexe. Enfin, bon, c'est pas la question beaucoup plus complexe, mais manque, euh, manque d'analyse rationnelle, manque de fondement. Euh, pour voir le comportement, enfin l'intérêt des bougies japonaises, il vaut mieux les regarder dans des unités de temps inférieures. Donc il est constitué d'un corps qui permet en fait de définir à quel niveau le marché a ouvert et à quel niveau le marché a fermé. Bien sûr, nous avons les extrêmes, c'est la mèche haute et la mèche basse. Donc pour la mèche haute, l'extrémité correspond au plus haut de la journée et pour la mèche basse, le plus bas correspond au prix le plus bas
atteinte dans la journée boursière si on est dans un chandelier journalier. C'est la même chose pour la bougie rouge. Nous avons le cours d'ouverture plus haut que le cours de clôture. Donc nous sommes dans un marché baissier. Nous avons toujours la mèche haute et mèche basse. Là, pour le coup, ça ne change pas. Le plus haut est toujours en haut et le plus bas est toujours au plus bas. Alors, ce qu'il faut rappeler dans l'intérêt des chandeliers japonais, c'est que de prime abord, c'est l'ancienneté de sa méthode. Il faut remonter au XVIIe siècle pour voir l'apparition des chandeliers japonais. Historiquement, on le doit à un opérateur japonais qui est Munehisa Oma, qui intervenait donc sur le premier marché à terme au monde, qui était celui du marché du riz. Alors maintenant, on le connaît sous le nom de Dojima Rice Exchange, mais à l'époque, on ne parlait pas anglais au Japon, vous pouvez l'imaginer. Et je ne pourrais pas vous donner le nom du marché en japonais de l'époque. Alors, comment est apparu cet outil graphique dans le pays occident? Ben, on le doit à Steve Nisson, qui est un ancien analyste technique de chez Merrill Lynch et qui a importé donc l'utilisation des chandeliers japonais dans les années 90. Alors, le chandelier japonais, c'est aussi autre chose. On va l'utiliser pour confirmer les tendances et pour annoncer des retournements. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des chandeliers japonais s'utilise soit seul, donc là on parle de figures de chandeliers, soit une combinaison de plusieurs chandeliers, et là on est dans des configurations de chandeliers japonais. Je vais vous donner 3 exemples, là, ça fait partie des principaux exemples dans l'utilisation des chandeliers japonais. Par exemple, pour le premier, ligne de séparation haussière ou gap. Tout simplement parce que vous reprenez ce que je vous ai dit au départ, vous avez donc une bougie verte avec l'ouverture et la clôture, donc on est dans un marché haussier. Et sur la bougie suivante, nous avons l'ouverture ici, donc nous avons fait un saut haussier, ce qu'on appelle un gap, que nous avons comblé, c'est une bougie rouge, donc le cours de clôture est plus bas, et qui correspond finalement au pullback que l'on connaît dans les gaps, le comblement du gap avant de repartir dans le sens de la tendance, donc qui est donné par la première bougie verte. Donc on est dans un comblement de gap pour reprendre la tendance. On est dans une configuration de chandelier qui doit être analysée comme une continuation de la tendance. De la même manière, nous avons la ligne de séparation baissière ou gap baissier. Nous avons donc la bougie rouge avec l'ouverture et la clôture de la journée de bourse précédente. Et nous avons l'ouverture avec un gap baissier, comblement du gap, et le cours repartir à la baisse. On pourra l'attendre dans ce sens. Nous avons par exemple l'avalement haussier, on est toujours dans une configuration de chandelier japonais, avec une bougie rouge, cours d'ouverture, cours de clôture, je vous passe les extrêmes. Et dans le chandelier suivant, nous avons le cours d'ouverture et le cours de clôture, et quand on regarde le chandelier dans son ensemble, on s'aperçoit que ce chandelier vert va avaler le chandelier précédent, autant dans le cours d'ouverture que sur le cours de clôture. C'est pour ça qu'on appelle cette configuration un avalement haussier. On est dans une forte tendance haussière qui laisse présager donc un retournement de tendance. Pareil pour l'avalement baissier. Et là, c'est une figure de chandelier japonais que j'aime bien. Il s'agit du marteau. Alors le marteau ou marteau inversé se trouvera toujours en bas. D'accord? Marteau, c'est quelque chose qu'on utilise au niveau du sol. À ne pas confondre avec l'étoile filante. En l'occurrence, elle ressemble au marteau inversé, sauf qu'elle se situe en haut d'une tendance.
Donc étoile filante, c'est plutôt en haut dans le ciel. Voilà. Pour imager les choses, mais au moins pour bien comprendre, pour pas je dirais, euh, confondre les deux. Donc en l'occurrence, pour un marteau, l'interprétation pourra être la même pour ce qu'on appelle les mèches longues et mèches basses. Ce sont des petits corps avec de longues mèches. Nous les trouvons dans ce type de configuration. Nous sommes dans une phase baissière et le marteau ou une longue mèche basse peut être interprété comme un potentiel retournement. De la même manière, dans une étoile filante, nous serons dans une phase haussière et l'étoile filante, c'est un petit corps avec une longue mèche, nous permettra d'anticiper un retournement de tendance, donc une phase baissière. Alors, au-delà des configurations graphiques, les chandeliers japonais sont aussi une manière d'interpréter graphiquement le comportement des investisseurs. Car dans la gestion d'une épargne sur les marchés financiers, il y a schématiquement trois façons d'aborder les marchés. Une approche fondamentale, donc on va regarder la macroéconomie ou la microéconomie, le bilan et les comptes de résultats de l'entreprise, ou la macro, ça va être la croissance économique, le taux d'inflation, la confiance des ménages ou des entreprises. La deuxième façon est beaucoup plus quantitative. On est dans les statistiques. Selon des configurations, on va analyser des corrélations, on va analyser des probabilités de hausse, de baisse, selon des données préalablement établies, qu'ils soient macro ou graphiques. Et nous avons la troisième approche, et c'est celle que nous abordons aujourd'hui, qui est l'approche graphique. Donc c'est à partir d'une configuration graphique de mouvement de cours que l'on va interpréter et analyser le comportement des opérateurs, tout simplement. Le but de l'analyse graphique et des indicateurs techniques, c'est analyser le mouvement du prix. Et le mouvement du prix n'est que la confrontation d'opérateurs qui achètent et d'opérateurs qui vendent. Et quand ils achètent ou quand ils vendent, c'est qu'ils ont une analyse des anticipations, et on sait pertinemment que selon les opérateurs de marché, les anticipations ne sont pas les mêmes. Donc ça permet de voir quels sont les rapports de force et donc la psychologie, les comportements des investisseurs. Je vous ai pris dans cet exemple donc le cours de Total. Donc c'est un graphique récent. On est dans une phase baissière, comme vous pouvez le voir depuis le début de l'année. Et je vous ai pris donc le fameux marteau, que l'on peut aussi, là en l'occurrence avec une petite mèche haute, on parlera de longue mèche basse, mais qui s'interprète de la même manière. Typiquement, quand on veut interpréter le comportement des investisseurs, vous voyez que nous sommes dans une phase baissière, d'accord? Et là, je vous ai dessiné donc une ligne de support. Une ligne de support, pourquoi? Parce que nous avons un premier contact à 46,40 qui a donné lieu donc à un rebond, une longue mèche basse, une longue mèche haute avec un petit corps. Deuxième tentative sur 46,40, rebond du cours, pour revenir cette fois-ci le casser, ici, à 46,14, c'est le plus bas, mais la clôture se fait au-dessus. Comment on peut interpréter cet élément? L'analyse graphique nous dira, et notamment du chandelier du marteau, nous permet d'analyser les mouvements de prix et donc le comportement des investisseurs de la manière suivante. Nous avons une première tentative à 46,40. À ce niveau-là, les acheteurs considèrent que c'est un point bas pour la valeur totale et donc ont défendu ce niveau de prix. Sur ce deuxième chandelier, on s'aperçoit que les vendeurs ont repris la main, clairement, et ont quasiment clôturé à l'ouverture du marché. Donc, on rentre dans un range où vendeurs et acheteurs ont un rapport de force à peu près équivalent. Deuxième tentative sur 46,40, à nouveau bien protégé par les acheteurs, rebond de la valeur totale, et cette fois
les vendeurs ont été beaucoup plus agressifs sur ce chandelier. Il y a eu cassure de la ligne de support, 46,14. Par contre, les acheteurs sont revenus de façon très agressive. Et on peut même rajouter que quand la clôture est supérieure à, à l'ouverture, sur ce type de configuration, on peut s'attendre à, à une phase, un retournement de tendance assez violent. Donc c'est ce qu'on peut voir donc sur la suite des événements. Donc on a une belle phase haussière jusqu'à 48,53 qui permet donc de valider le scénario que l'on aurait pu anticiper sur ce type de figure de chandelier. Alors ce qui est important quand on est dans l'analyse graphique, je pense que vous devez le savoir, c'est que quelle que soit la méthode, que ce soit les chandeliers japonais, que ce soit un outil technique, un indicateur technique pour être précis, ou des configurations graphiques, quand vous faites une analyse, c'est toujours regarder votre valeur sur différentes unités de temps. Alors maintenant, en fonction de votre horizon d'investissement, si vous êtes sur du très long terme, il faut commencer sur une unité de temps mensuelle. Vous regardez le graphique de votre valeur sur une très grande unité de temps pour voir quelle est la tendance globale. Et vous descendez ensuite sur les unités de temps pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait, si on prend le chandelier japonais, notamment le marteau, euh, si on rentre dans les unités de temps inférieures, il va nous raconter une histoire. En l'occurrence, pour Total, ce chandelier japonais, décidément, ce chandelier japonais va nous permettre de voir à quel moment de la journée les acheteurs ont repris le dessus sur les vendeurs, quelles anticipations ont tirées pour la suite du mouvement et les retournements haussiers auraient-ils pu être anticipés. Donc si je prends les unités de temps inférieures qui sont les unités de temps horaires, voilà ce qui s'est passé dans cette journée boursière sur la valeur totale. On retrouve bien notre cours d'ouverture sur la première heure de cotation. On est bien sur le cours d'ouverture ici. Alors c'est difficile à lire parce que là on a la bougie verte ici rouge, mais on a bien baissé, mais on a bien ouvert à 9h sur cette bougie au même niveau, donc à peu près à 46,70. On a bien notre cours de clôture, dernière bougie de cotation, donc on est en bougie verte et le cours de clôture est au plus haut. On a bien le prix le plus haut atteint par le cours total dans la journée et le cours le plus bas. Que nous raconte donc en fait l'unité de temps R? C'est que nous avons donc un rapport de force plutôt égal entre les acheteurs et les vendeurs sur les premières heures de cotation, et je dirais même sur l'essentiel de la journée. Et vers 15 heures, les vendeurs ont testé la ligne de support à 46,40, l'ont cassé, ont atteint un plus bas à 46,14, et là, sur l'heure qui a suivi, les acheteurs sont revenus de façon très agressive, considérant que 46,14 était un point bas pour la valeur totale, ont acheté de façon très agressive. Ceux qui sont rentrés à la vente, qui ont shorté la valeur totale sur le support, se sont retrouvés, bien sûr, avec un PNL, un Profit and Loss, des moins-values latentes à ce niveau-là. Certains ont vu leur stop toucher, ce qui a accentué le phénomène acheteur. Et donc nous avons une deuxième bougie verte, donc toujours avec un rapport de force favorable aux acheteurs. Ce qui permet, quand on est dans ce type de configuration dans une journée, d'anticiper dans ces cas-là même un gap haussier, qu'on a ouvert au-dessus de l'ouverture avec une belle mèche basse. Et pour répondre à une question qui avait été posée dans le webinaire précédent, au mois de janvier, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper des gaps. Là, en l'occurrence, c'est une configuration qui est assez rare, mais c'est une configuration qui permet justement de pouvoir anticiper des gaps. Donc, en général, on va rentrer non pas à l'ouverture de la journée suivante, parce que le gap sera déjà bien entamé,
le but ce sera de jouer le comblement, mais là de plutôt rentrer avant la clôture, donc sur cette bougie. De la même manière, quand on est sur des unités de temps heure, chaque bougie heure raconte une histoire et pour comprendre ce qu'il y a. Mais en l'occurrence, donc on le voit bien, avec ce type de clôture, donc on a bien un gap, hein. C'est ce que je vous avais vu, je vous avais expliqué dans le slide précédent, on était bien sur un gap. Alors, on a une unité temps-heure. Ce chandelier raconte aussi à sa propre histoire, il suffit de rentrer dans les unités de temps inférieures. Donc on retrouve notre chandelier, on trouve toujours notre cours d'ouverture, notre cours de clôture, notre plus haut à 46,81 et notre plus bas à 46,51. Donc on s'aperçoit bien qu'on est dans une phase baissière. Donc ça correspond à la couleur de ce chandelier, avec un rebond sur le dernier quart d'heure de cotation, dans cette heure de cotation qui est de 9 à 10. On a bien un rebond sur le dernier quart d'heure qui nous permet éventuellement d'anticiper ici la fameuse hausse sur la deuxième heure de cotation de la journée. Et pareil, par exemple, pour les chandeliers en 15 minutes, vous avez ici les chandeliers en 5 minutes. Donc il raconte l'histoire par exemple de ce chandelier, première 15 minutes de cotation de cette journée de boursière sur Total. Donc on a une longue mèche basse et l'interprétation qu'on en fait en général, c'est que ce qui suit une longue mèche basse, c'est un rapport de force favorable aux acheteurs et on peut anticiper une hausse. Là, c'est un exemple parfait qui montre que ce n'est pas quelque chose de systématique. On n'est pas sur une martingale, on n'est pas sur du 100% d'interprétation ou 100% de réussite. Tout est sujet à interprétation. D'où l'intérêt de rentrer dans le chandelier, savoir ce qu'il raconte, parce qu'en l'occurrence, dès l'ouverture, nous avons un rapport de force favorable au vendeur. Les acheteurs ont protégé cette fameuse ligne de support. 46,51, je vous rappelle, la ligne de support était à 46,40. Les acheteurs sont revenus de façon agressive. Sur les dernières 5 minutes de cette quinzaine, ils ont pris le dessus, mais à 46,81, les vendeurs ont repris le dessus et ont clôturé sous le cours d'ouverture de ce chandelier. Donc, dès la fin de ce chandelier, malgré sa configuration avec une longue mèche basse, à la fin de l'histoire, ce sont les vendeurs qui ont pris le dessus, et ça se matérialise donc sur les bougies suivantes. Ce qu'il faut retenir donc sur les avantages et inconvénients des bougies japonaises, c'est que les chandeliers japonais analysent le comportement des investisseurs et plus particulièrement le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Ça met en évidence bien sûr des niveaux de prix qu'il faut à tout prix intégrer dans son analyse. Tout simplement, comme nous l'avons vu dans notre exemple, les chandeliers japonais n'ont pas de valeur prédictive très forte en soi. Il faut, je pense, l'intégrer dans un contexte lorsqu'on est près d'une ligne de résistance ou une ligne de support, lorsque nous sommes sur des niveaux de volume très importants. Donc je pense qu'il faut le coupler avec d'autres indicateurs pour valider ou non la valeur prédictive des chandeliers japonais. La deuxième chose, c'est que les chandeliers japonais seuls ne suffisent pas. Il faut toujours prendre, je pense, pour avoir une valeur prédictive un peu plus importante, valider le signal avec 2 voire 3 chandeliers, donc être dans une configuration de chandelier. Donc là, c'est une synthèse de ce que nous venons de voir. Le but, c'est comment l'exploiter dans un processus d'investissement.
pour le cadre, le processus d'investissement, nous reprenons le même. Il n'y a pas de changement. Quel sera l'horizon d'investissement? Donc, il sera plutôt le long terme. Donc, on travaillera sur une unité de temps journalière. Quels sont les chandeliers japonais que nous utiliserons? Est-ce qu'il y aura des tests d'optimisation du processus? Et comment les faire? Donc là, ce sera l'occasion de voir comment on peut optimiser un processus. Sur quel actif financier? Je vous rappelle encore une fois les conditions de backtesting. Ça n'a pas de valeur réellement scientifique étant donné qu'on travaille sur des données passées. Et vous connaissez la fameuse phrase, les performances passées ne présument pas des performances futures. Le but sera évidemment d'analyser les résultats et de les comparer par exemple à des analyses un peu plus poussées qui ont été faites par l'université de Pittsburgh et par la Banque de Saint-Marin en la matière. Alors pourquoi nous utilisons l'unité de temps journalière? Tout simplement parce que le rapport de l'AMF, je le reprends à nouveau, hein, le fameux graphique, indique pour les investisseurs très actifs en intraday, voire scalping, donc on est sur des micro-trades, le risque est extrêmement important étant donné qu'ils ont perdu l'essentiel de leur capital. Donc cette étude porte sur 3 ans. Alors que les investisseurs qui ont eu, alors là on est à l'extrême opposé, un ordre sur les 3 ans, le risque leur perte a été moins importante. Donc si on se situe sur un échantillon médian, on est sur 250 ordres ou plus, donc entre 250 et 500, ce qui équivaut, donc on a à peu près 240 jours de jours de bourse dans une année, ce qui nous fait donc 720 entre 720, donc moins d'un ordre par jour. On est entre un ordre tous les 3 jours pour 250 ordres sur les trois dernières années. Donc un ordre tous les 3 jours. Le choix des chandeliers japonais, donc vous l'avez compris, hein, avec l'exemple que je vous ai donné, c'est le marteau ou la longue mèche qu'on appelle aussi ombre, donc qui permet d'avoir une analyse assez intéressante du comportement et des rapports de force entre acheteurs et vendeurs. J'ai utilisé donc une autre configuration qui est l'avalement haussier ou baissier, c'est parmi les plus connus. Ce qui nous permettra de regarder de façon un peu plus rationnelle leur valeur prédictive. Donc le choix de la valeur, en l'occurrence, dans ce webinaire, j'ai fait le choix du Crédit Agricole, tout simplement parce que les valeurs bancaires sont très chavutées depuis quelques temps, à la fois pour le business de façon intrinsèque, mais aussi pour le poids de la réglementation qu'ils subissent depuis quelques années, et les nouvelles réglementations qui arrivent, donc avec BAL 3 et avec PRIP, enfin, un certain nombre de cadres réglementaires qui viennent perturber de façon importante, du moins changer leur activité. Donc, un, elles sont très volatiles, et deux, bien sûr, le Crédit Agricole, c'est une valeur du CAC 40, donc un flottant suffisant. Les conditions de backtesting, le portefeuille modèle 10 000 euros, donc l'analyse se fait sur une période de 10 ans, de 2007 à décembre 2016. Et j'ai repris les conditions tarifaires d'Easy Bourse, donc au 1er janvier 2017, c'est-à-dire que pour chaque achat, 10 euros de commission seront prélevés. Voilà. Et le backtest est réalisé sur la plateforme ProRealTime. Donc les rappels sur les limites, je vous invite à le lire, c'est toujours très intéressant. Toujours très intéressant de faire des backtests, mais toujours très intéressant aussi d'en connaître les limites. Alors, le backtesting, scénario 1 et 2, à partir du marteau ou étoile filante. On est donc sur le scénario suivant. Si nous avons un marteau, une longue mèche haussière, nous effectuerons un achat. Si c'est une étoile filante, une longue
mèche ou ombre baissière, alors nous effectuerons une vente en utilisant 100% du capital avec un objectif. Et là, donc, j'insiste sur le money management, un objectif de 3% et un risque maximal de 1%, ce qui fait un ratio risque-reward, donc le risque, un risque-reward ou reward-risque, mais je devrais dire reward risque pour avoir 3, un objectif de 3% et un risque maximal de 1. 3% tout simplement parce que vous allez le voir, la volatilité euh, en euros rapporté au prix est de 3% en moyenne sur le long terme pour le crédit agricole. Donc, ce qui permet de se fixer un objectif de 3%. Pour le scénario 2, on fait une tentative d'optimisation avec les moyennes mobiles, dans le sens où on est toujours par exemple sur le marteau, vous allez le voir sur les simulations suivantes. Donc voilà pour le scénario 1. Et pour le scénario 2, nous aurons donc le fameux marteau ou l'ombre, la longue mèche basse, qui anticipe donc une phase haussière. Nous tiendrons compte du signal que si la clôture se fait au-dessus de la moyenne mobile 50. Si nous avons un marteau, pareil, qui casse la moyenne mobile et qui clôture toujours sous la moyenne mobile, le signal ne sera pas pris en compte. Alors, en termes de backtesting, cela nous donne ceci sur la valeur crédit agricole, donc de 2007 à 2017, sans optimisation, donc en prenant juste le signal tout seul. À chaque fois que nous avons un marteau, nous prenons donc un achat. Chaque fois que nous avons une étoile filante, nous prenons une vente avec un objectif de 3%. Sur les 10 ans, nous réalisons donc une performance de 32%. Ce qui n'est pas non plus énorme comme performance, hein. On n'est pas sur du sensationnel. Ce qui est contre-intuitif, c'est avec une optimisation, donc on cède avec la moyenne mobile qui est une valeur qui est utilisée d'une pour mettre en évidence des niveaux de prix importants, donc on peut l'utiliser comme support résistance, et qui permet aussi de filtrer l'ensemble des mouvements, même si on est sur des unités journalières, la moyenne mobile va nous permettre de filtrer tout le bruit qu'il y a autour de la tendance de fond. Et cependant, donc le filtre est important dans le sens où nous obtenons une performance de 7%, mais nous allons voir, ce chiffre doit être relativisé. Et notamment lorsque nous débriefons, là sur des bases statistiques, ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années. Donc nous avons le scénario 1 sans optimisation, donc sans moyenne mobile, et le scénario 2 avec optimisation et moyenne mobile. Ce que nous constatons, c'est que le ratio gain-perte est quand même à l'avantage des opérations gagnantes, donc ça c'est important, ce qui explique quand même cette performance. Sur les 10 ans, nous avons passé 81 opérations, ce qui n'est pas énorme. Le pourcentage de positions gagnantes par rapport aux positions perdantes, on le voit, est de quasiment 40%, ce qui est euh, en termes d'analyse du process d'investissement est, est mauvais, tout simplement. On devrait être au-dessus de 50%. Mais là, c'est un exemple euh, de, c'est un exemple de processus d'investissement où le rapport position gagnante-perdante est plutôt négatif, mais parce que les gains moyens sont supérieurs aux pertes moyennes, nous l'avons ici, 289 euros de gains moyens sur 123 euros de perte moyenne, cela nous garantit une performance. Dans le scénario 2 sans optimisation, c'est là où on doit quand même relativiser la performance. Nous n'avons que 4 signaux, 4 trades, mais avec un ratio pourcentage de position gagnante quand même largement supérieur, 75%. Cela dit, l'échantillon étant si faible, 4, on ne peut pas prendre en considération les 75%. Cela étant, on voit bien le rôle de la moyenne mobile dans sa capacité à filtrer les signaux. On passe de 81 trades à 4 trades sur les 3 dernières années. Pour ceux qui veulent programmer
ce type de scénario. Donc utiliser les marteaux ou les étoiles filantes sur ProRealTime. Donc voilà comment ça se programme. Alors, l'intérêt, c'est peut-être de l'utiliser comme screener. Il va analyser l'ensemble des valeurs que vous avez sélectionnées et qui vous intéressent. Et donc va vous mettre en évidence systématiquement les valeurs qui sont dans ce type de scénario. Donc marteau ou marteau qui clôture au-dessus ou au-dessous ou étoile filante qui clôture en dessous d'une moyenne mobile et marteau qui clôture au-dessus de la moyenne mobile. Voilà comment ça se passe, voilà comment cela se programme, ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, en intégrant la moyenne mobile. Pour l'avalement, la configuration en avalement haussier ou baissier. Alors toujours pareil, scénario 1, avalement haussier, nous prenons un achat, avalement baissier, nous prenons une vente. Toujours le même money management, toujours les mêmes conditions de gestion, conditions tarifaires. Dans le scénario 2, nous essayons d'optimiser en tenant compte du contexte. Et on va déterminer si avant l'avalement haussier, nous avons bien une phase baissière, et dans le cadre de l'avalement baissier, nous avons bien une phase haussière. Money management identique, conditions tarifaires identiques. Donc on le voit ici, scénario 1, nous prendrons un achat dans l'avalement haussier et une vente dans l'avalement baissier. Dans le scénario 2, tentative d'optimisation, nous déterminerons donc s'il y a une vraie tendance baissière pour l'avalement haussier et une phase haussière pour l'avalement baissier. En termes de processus d'investissement, voilà ce que cela nous donne. Donc sans optimisation, 32%, avec optimisation, moins 4% sur le crédit agricole sur ces 10 dernières années. Donc avec quand même un point haut ici, donc on était à 50% de plus-value, de rendement. Pardon. Donc de plus-value réalisée, en effet. Alors que avec optimisation, on s'aperçoit que le processus d'investissement est très erratique. On passe de plus-value à de moins-value réalisée sur les 10 dernières années pour finir finalement à -4. Alors en termes de backtesting, qu'est-ce que l'on constate? Donc première colonne, c'est le scénario optimisé, et deuxième colonne, le scénario non optimisé. Donc toujours pareil, avec une optimisation, on a moins d'opérations, moins de trades, donc qui jouent le rôle de filtre. Alors c'est contre-intuitif parce que là, en l'occurrence, on est vraiment sur une configuration de chandelier qui s'intègre dans une situation de marché où on a une phase baissière pour un avalement haussier et qui donc le but c'était de pouvoir jouer le retournement de tendance et donc prendre 3% sur la phase haussière qui suit et inversement pour la phase baissière. En l'occurrence, ça ne fonctionne pas. On a 20% d'opérations gagnantes, ce qui est très mauvais. Mais en plus de ça, les gains moyens sont inférieurs, les gains moyens sont largement supérieurs aux pertes, on l'a ici. Mais là, pour le coup, le ratio est tellement bas que cela nous génère donc un rendement négatif sur les 3 dernières années. Je pense que si nous avions atteint 30% d'opérations gagnantes, on aurait pu réaliser donc un rendement positif dans le sens où on est vraiment quasiment flat, moins 16, avec des gains moyens à 480 € sur des pertes moyennes à 130 €. Dans le cas non optimisé, beaucoup plus d'opérations évidemment. On a un ratio position gagnante sur position perdante un peu plus important, et avec des gains moyens et des pertes moyennes à peu près équivalentes. Donc ce qui nous sauve la performance. N'oubliez pas de regarder aussi les frais de courtage, hein, ce que vous coûte votre processus d'investissement. C'est toujours quand même plus intéressant d'avoir un processus d'investissement qui rapporte beaucoup plus, donc les gains bruts, donc c'est après commission,
Pardon, oui, ici. Les gains après commission et les commissions que vous payez. Ouais. Donc ici, vous retrouvez le code, si vous voulez l'utiliser comme screener ou pour sélectionner ou pour automatiser certains de vos investissements. Alors si on fait une synthèse, on s'aperçoit que pour la valeur Crédit Agricole de 2007 à décembre 2016, nous avons donc des configurations qui ne sont pas, enfin si on devait analyser juste leur valeur prédictive, ne sont pas non plus, ne donnent pas des statistiques euh, intéressantes. Ça ne nous pousserait pas à les utiliser, évidemment, quand on est sur ce type de performance réalisée sur 3 ans, 32% étant la meilleure performance, ce qui nous fait à peu près du 3% par an. Euh, Moi, personnellement, je l'aurais mis sur le fonds rose sur ces 3 dernières années, c'est pour réaliser du 3% par an, typiquement. Sachant qu'en plus, dans le cadre de l'assurance vie, il n'y a pas de fiscalité au-delà de 8 ans. Petit aparté. Voilà. Mais pour en revenir au chandelier japonais, euh, ça nous donne quand même euh, l'analyse suivante, c'est que l'automatisation du trading n'est pas forcément la plus efficace. Un gérant de hedge fund disait d'ailleurs que quand on parle de high frequency trading, c'est le nouveau bruit de marché. Euh, on n'est pas là pour faire du bruit, on est là pour gérer une épargne. Et donc, je pense que le manuel, le cerveau humain et ses milliards de neurones restent quand même bien plus efficaces que des machines à l'heure actuelle. Et analyser un marché, analyser une configuration, essayer de déterminer de façon pertinente si on entre ou pas sur un marché, rendra votre gestion beaucoup plus performante. Utiliser la technique comme outil d'aide à la décision, ok, mais laisser les manettes à un programme pour investir votre épargne, je ne souhaite pas que ce soit un choix très judicieux. C'est mon avis personnel. Euh, Là, je reprends l'étude de l'université de Pittsburgh. Donc, on est sur une étude un peu plus poussée. Là, c'est pour donner véritablement euh, euh, tout son sens au chandelier japonais. Jusqu'à maintenant, c'était juste une analyse euh, brève et pédagogique. Là, on est sur des études académiques. Donc, ils ont analysé les conditions de backtesting, hein. Ils ont 6 configurations. Les 3 premières pour un marché haussier, les 3 dernières pour un marché baissier. Alors, les 3 soldats blancs, euh, non, pardon, les three inside up down, il n'y a pas de traduction française. Euh, c'est là où je vous disais tout à l'heure, quand vous utilisez les chandeliers japonais, utiliser plusieurs chandeliers euh, augmente la valeur prédictive de, de la configuration graphique que vous avez. Typiquement, parce que quand on est sur l'avalement haussier ou baissier, vous avez vu un petit peu la valeur prédictive en termes de pourcentage, hein, de probabilité qu'elle a. Quand on est sur du three inside up down, en fait, c'est le chandelier qui vient après un avalement haussier, par exemple, et qui valide l'avalement haussier. Et sa valeur prédictive et sa probabilité, vous allez le voir, est bien plus importante. Donc parfois, utiliser des configurations à 3 chandeliers japonais sera plus intéressant. C'est justement la conclusion de cette analyse qui a été faite donc sur toutes les valeurs du Standard & Poor's 500, donc le plus gros indice américain, qui intègre donc les 500 plus grosses valeurs américaines. Il ne tient pas compte des commissions ni des spreads. Mais par contre, il a été fait sur la période de 92 à 96. Et les conclusions qu'en tire cette étude, c'est que d'une, il est beaucoup plus intéressant, et c'est beaucoup plus efficace évidemment, d'utiliser des configurations construites sur 3 chandeliers plutôt qu'une ou deux. Et deux, la valeur prédictive des chandeliers japonais doivent être aussi trouvées dans le fait que cet outil d'aide à la décision est fortement utilisé par les opérateurs. Donc les traders sont quelque part fortement influencés par ce qu'ils voient et ce qu'ils analysent à travers les chandeliers japonais. Euh, Ça leur permet justement de leur donner des indices sur les positions des investisseurs sur les marchés et ils analysent donc les changements d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Euh,
Cette analyse, je dirais, dynamique permet de déceler des changements de tendance ou des continuations de tendance. Parfois, on a des phases de temporisation qui vont donner lieu donc à de nouvelles phases qui vont confirmer les phases précédentes. Là, pareil, pour revenir sur les statistiques, hein, si vous regardez donc le fameux tableau, euh, euh, par exemple, Straight Inside Up, nous avons 80% d'opérations gagnantes entre 92 et 96, une durée de 4 ans, sur l'ensemble des valeurs CAC 40. Donc c'est quand même une valeur prédictive assez intéressante. Bon, il n'y a eu que 16 opérations, donc l'échantillon est plutôt faible. Par exemple, sur les 3 soldats blancs, 70 opérations sur 4 ans, avec un pourcentage d'opérations gagnantes de 64%. Donc on est quand même sur des échantillons un peu plus importants et des résultats, des résultats statistiques beaucoup plus parlants. De la même manière, donc l'analyse de la banque de San Marino, faite par un de leurs analystes techniques, Giovanni Maiani. Donc lui, son analyse, son backtesting a porté sur 575 actions américaines entre 1980 et 2008. Donc on est sur une période de 28 ans, ce qui est quand même beaucoup plus important. Et donc les résultats sont beaucoup plus parlants. Il a analysé 40 configurations de chandeliers japonais, ce qui lui a donné donc 6 millions de signaux. Sachant, comme vous avez pu le voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur les 6 millions de signaux, quand vous avez un avalement baissier et vous avez la configuration 3 inside down, en fait, dans le 3 inside down, vous avez à nouveau l'avalement baissier, donc il est compté quelque part 2 fois. Que met en valeur cette étude? C'est d'une, les configurations les plus fréquentes qui apparaissent sur le marché, et deux, quelles sont les configurations les plus efficaces. Et on s'aperçoit que les plus efficaces ne sont pas forcément les plus fréquentes, et les plus fréquentes ne sont pas forcément les plus efficaces. Donc analyser le signal, le filtrer, paraîtra l'objectif premier quand on veut utiliser les chandeliers japonais dans son trading, dans son process d'investissement au quotidien, utiliser les chandeliers japonais, soit, mais toujours filtrer les signaux, soit par une analyse personnelle macroéconomique, ou euh, soit en analysant le contexte via d'autres indicateurs techniques, soit en utilisant donc les statistiques, donc en ayant une approche quantitative. C'est les 3 approches dont je vous parlais au début du webinaire. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que les configurations les plus efficaces sont les 3 corbeaux, comme dans l'analyse de Pittsburgh, le marteau inversé, l'étoile filante, l'étoile du matin. Voilà. Donc ces études sont intéressantes, ça permet déjà de s'éviter de faire tout ce travail qui est énorme, hein. De prendre les résultats, de les garder en tête ou de les noter. Et à chaque fois que vous voyez une configuration, un chandelier japonais, une configuration de chandelier japonais, vous connaissez leur valeur prédictive d'un point de vue probabilistique. Ce qui permet, alors, pour être concret, de déterminer, l'objectif, quand vous pouvez anticiper un retournement de tendance, vous savez que soit un retournement de tendance, soit une continuation, c'est vous définir un objectif en fonction d'autres indicateurs, mais surtout d'en connaître aussi le risque. Et par exemple, si on prend le marteau, bah, typiquement, vous mettrez pour rester très scolaire, vous mettrez votre stop en dessous du plus bas du marteau. Ce qui vous permettra, un, de couper votre position si le scénario est invalidé, et de deux, de vous imposer de mettre un stop loss. Voilà. Le but, c'est toujours d'avoir dans son money management un stop loss
et de pouvoir le placer de façon rationnelle. En l'occurrence, pour ce type de configuration, le marteau, là, il pourra se positionner dans un navalement baissier, dans un navalement haussier. Vous le mettrez euh, euh, sous la clôture du chandelier précédent, typiquement. Voilà. Alors pour mettre en perspective les performances obtenues sur les backtesting, vous avez là par exemple les performances des fonds. Alors là, on est sur les OPCVM commercialisés en France, sur les grandes capitalisations françaises. Donc sur les 10 dernières années, on est les meilleurs, les 25 meilleurs ont fait 7,4% par an, quand 75% des fonds commercialisés sur les grandes capitalisations françaises font moins de 2,30% par an sur les 10 dernières années. Donc le backtest n'est pas non plus si mauvais que ça, si on prend des benchmarks tels que cela. Alors l'offre de partenariat avec EasyBourse, c'est ce que nous proposons donc aux clients d'EasyBourse. Avec Patrick Socasso, donc mon associé et ami, donc nous faisons des webinaires depuis un an, du moins pour lui, et depuis le mois de septembre. Nous avons eu de nombreux retours de participants. Ce qui nous a frappé, c'est ce besoin en accompagnement dans la gestion de leur épargne et en parallèle aussi de la compréhension des marchés financiers. Il y a deux axes euh, très demandés par les clients des bourses. Alors moi, ça m'a fait penser au rapport de Ronex qui indique que 84% des investisseurs particuliers sont seuls face à leur épargne. Ils ont ouvert un PEA, un compte titre sur les conseils de leur banquier ou de leur gestionnaire de patrimoine. Et au final, en termes d'accompagnement, finalement, ils sont seuls dans la gestion de leur épargne, soit par choix, soit par défaut, tout simplement. Euh, mais peu importe, par choix ou par défaut, 70% de ces investisseurs particuliers expriment le besoin de conseils sur leur placement. Alors, fort de ce constat, euh, avec Patrick, on s'est posé la question d'une formation. Et on a créé pour cela la Toulouse Academy Trading. Et donc on a le plaisir, j'associe Patrick à cette annonce, donc de vous annoncer le lancement prochain de notre nouvelle formation, la Bourse pour tous. Donc c'est une formation sur 3 mois, d'avril à juin 2017, construite sur 2 piliers qui nous paraissent très importants. Donc vous l'avez compris, l'accompagnement. Donc l'accompagnement au-delà de supports vidéo, de supports PDF, il y aura des webinaires de fin de module, donc chaque fin de semaine. Il y aura coaching collectif évidemment, coaching individuel à distance, une salle des marchés virtuelle pour mettre en pratique tous les outils, toutes les stratégies qui seront abordées. Le deuxième pilier, c'est l'accessibilité, quel que soit le niveau, débutant, expérimenté, quelle que soit votre classe d'actifs sur lesquels vous investissez, que ce soit l'action, futur, CFD, turbo, action devise ou matière première, peu importe, ce sont des outils, des techniques qui sont applicables, quelle que soit la classe d'actifs ou le support. Et bien sûr, l'accessibilité financière, donc avec une formation accessible à partir de 89 € par mois et sans engagement. Ça, c'est quelque chose auquel on tenait. Il n'y a pas d'engagement dans la durée. Vous êtes satisfait, on travaille ensemble. Vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous le souhaitez. Et pour les clients EasyBourse, c'est 10 places réservées, donc à un tarif préférentiel. Et donc je vous invite avec Patrick à notre prochain webinaire. Donc vous avez le lien d'inscription qui s'affiche et vous avez donc la présentation de cette formation sur YouTube. Vous avez le lien également qui s'affiche. Voilà, si vous souhaitez me contacter, et pour ceux qui connaissent Patrick Socaso, vous avez ses coordonnées qui sont données à chaque fin de webinaire qu'il donne mensuellement. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions de la même manière, vous pouvez nous les envoyer par mail, moi personnellement, et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Ce webinaire est terminé. Je vous rappelle donc les points de contact si vous voulez prendre, si vous avez des questions davantage sur la plateforme EasyBourse
et sur la gestion de votre compte. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain pour le prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.